Grand temps qui est donc consacré à cette grande figure de la littérature qui aura marqué son temps et qui laisse derrière elle une œuvre de renommée mondiale. Marie Scondé nous a quittés à l'âge de 90 ans. Plusieurs invités avec nous ce soir pour en parler. Véronique Poloma, directrice éditoriale France Télévisions. Paul Outremer, une amie, on va le voir, de Marie Scondé, bienvenue. Rodney Saint-Éloi en ligne tout à l'heure sera à Montréal. Estelle Sarabul, écrivaine, merci d'être avec nous. Et puis nous avons également en direct de Marseille, Dorothée Mounianeza, danseuse chorégraphe. Vous êtes inspirée du roman Moi Tituba sorcière dans votre spectacle Toi, moi, Tituba. Voilà donc pour la présentation de nos invités. Avant de vous donner la parole aux unes et aux autres, notre partenaire La Première nous retrace le parcours de Marie Scondé, récit signé Ludmila Zi. 11 février 1934, à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, Marie Scondé voit le jour au sein d'une famille nombreuse. Sa mère est l'une des premières institutrices noires de sa génération. Son père fonde la Banque antillaise en 1955. À 16 ans, elle quitte son île pour étudier à Paris. C'est là qu'elle prend conscience de sa condition de femme et de sa couleur de peau. Inspirée par les écrivains de la négritude et les écrits anticolonialistes, elle se revendique dès lors guadeloupéenne indépendantiste. En 1961, elle s'installe sur le continent africain, une période qui lui permet de retracer ses origines et son identité, mais aussi d'écrire la saga à succès Ségou. Je suis partie en Afrique en croyant que j'allais très loin. Et en fait, arrivant en Afrique, je me suis rendu compte que j'étais très près de moi-même et que je découvrais tout un aspect de ma culture, un aspect de moi-même et de l'héritage de mes parents que je ne connaissais pas. En croyant fuir, en fait, je me retrouvais. C'est une histoire spécifiquement africaine, comme vous dites, parce qu'elle se passe dans le royaume de Ségou, mais elle concerne les Antillais, bien sûr, parce que d'abord, elle concerne le passé des Antillais. Avant la grande cassure, évidemment, de l'esclavage, nous étions peut-être des Bambara, nous étions peut-être dans toute cette région, nos ancêtres y étaient peut-être, donc elle nous touche. Et puis ensuite, c'est une espèce de réflexion aussi. Il faut que les Antillais réfléchissent, et les Africains, les Noirs en général, réfléchissent un peu sur l'évolution de leur peuple, savoir comment, bâtisseurs d'empire à la fin du XVIIIe siècle, ils sont maintenant les sujets de pays sous-développés, de pays quand même traumatisés par beaucoup de maux. Elle part ensuite aux États-Unis, où elle enseigne dans plusieurs universités, dont l'université Columbia, et fonde le Centre des études françaises et francophones. Sa carrière est marquée par l'écriture d'une multitude de romans, de pièces de théâtre, d'essais et de livres pour enfants. Des œuvres qui lui vaudront prix, honneur et distinction de prestige. En mémoire de cette grande dame de lettres, un lycée en région Île-de-France est rebaptisé en son nom. Plus récemment, une plaque est posée sur la façade de sa maison natale en Guadeloupe. Marie Scondé passe les derniers instants de sa vie entourée de ses proches dans la paisible commune de Gordes, en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Son parcours remarquable laisse une trace indélébile dans l'histoire de la littérature française et antillaise. Véronique Poloma, vous qui regardiez attentivement ces images, on vous sent très émue. Vous avez appris la nouvelle et la triste nouvelle tôt ce matin. Oui, j'ai reçu effectivement un message d'une des filles de Marie Scondé. Et même si je m'attendais effectivement à ce qu'elle nous quitte, ça faisait 4 jours qu'elle était hospitalisée, c'est vrai que j'ai éprouvé forcément une immense tristesse et un grand vide également. Que représente-t-elle pour vous? On a vu dans ce reportage, ce lycée notamment, vous êtes à l'origine de ce projet. En fait, c'est un projet que nous avons initié avec Chantal Aounou, qui est élue de la ville de Sarcelles. Nous nous sommes rencontrés à Avignon dans le cadre du festival et c'est vrai qu'on avait envie ensemble de piloter un projet qui permette de faire connaître l'œuvre de Marie Scondé dans les écoles de France. Je précise que Marie a enseigné dans de grandes universités américaines et qu'elle avait, je pense, quand même, cet étonnement de n'être absolument jamais sollicitée par les établissements français. Donc avec Chantal, on s'est lancé dans ce défi. Pourquoi, selon vous, est-ce que vous en aviez parlé avec elle, pourquoi elle avait ce sentiment-là? Est-ce par son engagement, notamment, entre guillemets, indépendantiste? On peut même enlever les guillemets. Je ne sais pas si je fais le lien, je ne me permettrai pas. Par contre, ce que je sais, c'est qu'elle avait une réelle reconnaissance aux États-Unis
que son œuvre était très connue, très travaillée, et que malheureusement, eh bien, son œuvre n'était pas enseignée dans les écoles françaises. Et nous, en tout cas, ça nous révoltait, peut-être encore plus qu'elle, mais elle avait cet étonnement de ne pas être davantage sollicitée. Vous êtes d'accord, on voit acquiescer, c'est assez frappant quand on voit... Et c'est pas la seule, mais c'est vrai qu'il y a comme ça une absence ou une méconnaissance de la part de la France des richesses qu'elle a en elle-même. Alors qu'il suffit de regarder les réseaux sociaux aujourd'hui, le nombre d'hommages du monde entier et en plusieurs langues, c'est assez saisissant. Tout à fait. Mais ça, c'est vrai que il y a quelque chose entre le rapport de l'Hexagone et des Caraïbes qui n'est pas encore bien résolu et qui fait que la Caraïbe rayonne partout, sauf vis-à-vis de sa métropole, entre guillemets. Alors, vous y verrez un clin d'œil, mais je regardais 2018 Nobel de littérature alternative pour Maryse Condé. Je dis d'ailleurs, on dit alternatif, c'est un prix Nobel. C'est vrai qu'il y avait eu des affaires à l'époque qui avaient secoué l'institution du Nobel, et donc on avait décerné ce prix. Et 2018, c'est aussi quoi ? C'est aussi votre premier roman, Là où les chiens aboient par la queue. Il est question de la métropole et de la Guadeloupe également. En quoi vous a-t-elle inspiré ? C'est un modèle multidimensionnel pour moi, évidemment, parce que savoir qu'on a une telle aînée en littérature, ça ouvre la voie. Et ça permet de se dire qu'on le peut, en étant femme, en étant guadeloupéenne, on n'a aucun problème à aller sur sa route. Et ensuite, c'est un modèle de femme parce qu'elle s'est accomplie dans tellement de domaines. On pense à la littérature et au roman, mais il ne faut pas oublier qu'elle a été journaliste, qu'elle a été donc grande professeure. À la BBC notamment. Voilà, elle a enseigné longtemps. Elle a aussi un parcours très, très fin sur la littérature comparée, avec beaucoup d'essais. Elle a beaucoup analysé ça. Elle a permis aussi aux Antillais de se comprendre eux-mêmes et de comprendre leur place dans l'universel via la littérature et la comparaison avec d'autres littératures. Donc elle est vraiment très complète. Dorothée Mounianeza en direct de Marseille. Quel est le premier roman que vous avez lu de cette grande autrice guadeloupéenne Maryse Condé ? Moi, Titouba sorcière, c'était le premier roman que j'ai lu d'elle. Et forcément, ça vous a donné envie de le mettre sur scène. On va regarder un extrait de votre spectacle, Toi, moi, Tituba, inspiré donc du roman de Maryse Condé, Moi, Tituba, sorcière. On regarde. Dorothée Mounianeza, en quoi ce roman se prête-t-il, selon vous, à la scène et à la danse ? En fait, je dirais une chose d'abord, c'est que le spectacle, Toi, moi, Tituba, est parti de deux endroits. La première source, c'est le texte d'Elsa Dorlin, la grande philosophe, qui s'appelle Moi, toi, nous, Tituba ou l'ontologie de la trace. Et ce texte part lui-même de l'œuvre de Maryse Condé. Donc c'est une œuvre en fait qui est nourrie ou qui a comme fondation ces deux grands textes et qui pour moi sont liés évidemment au corps, sont liés à la mémoire, sont liés aux archives, toutes les questions qui m'interpellent et qui m'habitent pour mon propre travail et qui rendent aussi hommage aux êtres invisibilisés, aux êtres esclavagisés, aux êtres dominés et en même temps à la puissance de la réparation, par le geste, par l'acte même de création. Vous êtes né à Kigali, vous avez des racines au Rwanda, du côté britannique-allemand. Vous confiez, est-ce qu'elle était connue au Rwanda d'ailleurs ? Maryse Condé, vous voulez dire ? Oui. Non, moi j'ai vraiment rencontré Maryse Condé, son univers, son monde, en arrivant en France. Donc je ne l'ai jamais connue au Rwanda. Cependant, depuis que j'y retourne pour mon propre travail, j'offre beaucoup ce roman à mes amis. Un roman que l'on peut offrir et offrir encore quand on aime la littérature. La réaction du président français Emmanuel Macron maintenant, géante des lettres. Maryse Condé a su peindre les chagrins et les espoirs de la Guadeloupe à l'Afrique, de la Caraïbe à la Provence, dans une langue de lutte et de splendeur unique, universelle, libre. Tiens d'ailleurs une anecdote, elle avait reçu en 2020 des mains du président Emmanuel Macron la Grand Croix de l'Ordre national du mérite lors d'une cérémonie à l'Élysée et
Et il avait une phrase assez intéressante, Emmanuel Macron, qui reprenait de son mari, je crois. Vous connaissez l'anecdote? Oui, concernant le fait qu'elle était indépendantiste. Ouais. Oui, tout à fait. Oui, il avait ironisé. Alors, je ne connais pas la phrase par cœur, mais enfin, il avait effectivement fait un peu d'humour du fait qu'elle était indépendantiste et qu'elle avait déjà reçu de nombreux prix. Richard Philcox, donc Emmanuel Macron avait dit, Richard disait que vous étiez, j'ai retrouvé la phrase, que vous étiez résolument l'indépendantiste la plus décorée de la République, mais elle disait vraiment que son rêve c'était de présenter un jour son passeport guadeloupéen aux officiers de la douane de Roissy, et ça a rythmé son écriture, on imagine, au fil du temps. On sent parfois que les gens sont presque décontenancés de voir une Guadeloupéenne en fait, prendre à bras le corps la question du colonialisme de l'Afrique et découvrir sa négritude, parce que dans ses écrits, elle raconte comment elle a découvert sa négritude. Tout à fait. Et puis Maryse était très fière de dire qu'avant toute chose, elle était guadeloupéenne. Et elle le disait avec énormément de fierté. Elle était avant tout, par-dessus tout, guadeloupéenne, mais en même temps tellement universelle. Tellement universelle, c'est vrai qu'on ne saurait la mettre dans une seule identité. Ce qui est assez aussi intéressant, c'est qu'elle disait à 12 ans, je savais lire tout Victor Hugo. Par contre, elle découvre ces mots d'Aimé Césaire que je vais lire lorsqu'elle a 20 ans. On me lance à la tête des faits, des statistiques, des kilométrages, de routes, de canaux, de chemins de fer. Moi, je parle de milliers d'hommes sacrifiés au Congo-Océan. Je parle de ceux qui, à l'heure où j'écris, sont en train de creuser à la main le port d'Abidjan. Je parle de millions d'hommes arrachés à leur Dieu, à leur terre, à leurs habitudes, à leur vie, à la danse, à la sagesse. Je parle de millions d'hommes à qui on a inculqué savamment la peur, le complexe d'infériorité, le tremblement, l'agenouillement, le désespoir, le larbinisme. Et elle dit, je ne saurais décrire l'effervescence que ces lignes causèrent en moi. L'effervescence. Mais oui. Mais parce que c'est une réponse aux éternels bienfaits de la colonisation, selon certains. Donc là, elle répond à ça et il y a une colère en elle qui est normale. Il faut dire aussi qu'elle a vécu les indépendances africaines. Elle était au cœur du mouvement dans les années 60. Donc elle voit les effets de la colonisation et de la décolonisation. Et la petite Guadeloupe, comme la petite Martinique, sont des confettis de ce qui reste de l'Empire français quand les pays africains prennent leur indépendance. Et je pense qu'elle a été formée à ça politiquement, avec une certaine conscientisation. Et le fait de quitter son île, ça permet parfois, quand on quitte l'île, d'avoir un meilleur regard sur son île et sur sa situation que quand on vit dedans. Donc autant, effectivement, tant qu'elle était dans l'île, c'était Victor Hugo, c'était les grands classiques de la littérature française. Et une fois qu'elle sort de l'île, c'est là qu'elle découvre sa propre culture. Ouais, elle disait que sa maman lui a appris à lire les contes de Perrault, mais qu'effectivement, elle a découvert bien d'autres pans de la littérature francophone et littérature tout court. Rodney Saint-Éloi, vous êtes en direct de Montréal, au Québec, au Canada, écrivain, fondateur de Mémoire d'Encrier, maison d'édition que l'on connaît bien à TV5 Monde. Rodney Saint-Éloi, quelle a été votre réaction, au-delà de la tristesse, quand vous avez appris la disparition de Maryse Condé aujourd'hui? Oui, j'ai été un peu très ému, très déconcerté par cette nouvelle. On s'y attendait. Elle était malade, on savait qu'elle était malade. Mais avoir la nouvelle, c'est comme si on a l'impression qu'il y a un baobab qui est tombé. Donc, c'était ça. C'était comme si, et puis ça m'a beaucoup attristé, cette nouvelle, bien qu'on savait qu'elle était malade. Est-ce que vous diriez qu'elle était beaucoup plus connue aux Amériques, et je dis bien aux Amériques, notamment États-Unis, Canada, Haïti aussi, dont vous êtes originaire, qu'en métropole? Oui, c'est la question. Et je pense que Estelle a posé vraiment, en fait, la question. La vérité, c'est qu'il y a eu un certain mépris sur Maryse Condé et sur son œuvre, parce que Maryse Condé a été complètement invisibilisée juste avant, en fait, après le Nobel alternatif. Et quand elle a eu le Nobel alternatif, tout le monde disait il était temps. Et Maryse Condé me disait un jour à Paris, je fais partie d'une génération qui n'existe plus. Donc, elle avait cette conscience de l'invisibilisation qu'il y a eu sur elle. Et donc, en Amérique, quand elle est arrivée à Columbia, donc, il y a eu un des moyens, et Maryse Condé nous a fait comprendre au mieux ce que c'était la francophonie. C'est-à-dire que pour la France, en fait, c'est un rapport très, très difficile avec ses colonies, ou ses anciennes colonies, ou son outre-mer. Maryse Condé a toujours été considérée comme une écrivaine de second ordre. Alors que Maryse Condé devait être, comme Aimé Césaire,
visionnaire, comme, je ne sais pas, comme Frantz Maryse Fanon. Condé devait être un pilier de la négritude. Parce que l'œuvre de Maryse Condé est fondamentale, fondamentale pour moi. Quand j'ai commencé à écrire, quand on découvre ses goûts, quand on découvre... Maryse Condé nous a fait découvrir tellement d'imaginaire, tellement d'univers qui ne nous étaient pas accessibles. Et donc je pense que c'est une œuvre monumentale. Malheureusement, la France est passée un petit peu à côté. Dorothée Mounianeza, en direct de Marseille. Vous, quel univers vous a-t-elle fait découvrir? Comment? Quel univers Maryse Condé vous a-t-elle fait découvrir, au-delà justement de l'œuvre dont on parlait tout à l'heure, qui vous a inspiré sur les planches? En fait, c'est le roman-roman. En tant qu'Africaine, j'ai pendant longtemps été éloignée du corps diasporique de l'Afrique, en fait, qui a été dispersé par la colonisation et l'esclavage. Et Maryse Condé m'a ramifiée. Elle a créé cette trame avec tous ces êtres qui font partie de ce grand corps, en fait, de ce grand corps parfois... oublié, parfois, souvent malmené, malmené et même tué. Et donc aujourd'hui, elle m'a aidé à célébrer, à nommer, comme dit Elsa Dorlin, à nommer les miens, parce que finalement, nous faisons partie de ce grand corps, de ce grand remembrement, de ces membres, au-delà des mers, au-delà des océans. Et c'est vraiment cela que Maryse Condé m'a aussi permis de comprendre et d'articuler. Vous la mettez dans la lignée des Aimé Césaire et de Frantz Fanon, pour ne citer que? Alors moi j'ai du mal à la mettre dans une ligne. Pour moi elle était tellement unique, elle était tellement oui, on n'en a pas parlé. Il y a la dimension de femme aussi, elle était tellement elle-même. C'est une femme aussi. Elle fait partie, bien sûr, de ces grands penseurs, mais bon, Maryse était, voilà, je pense... Quelle femme était-elle dans la vie? Alors, de mon expérience, c'était une femme très généreuse, très attentive aux autres. Moi, j'avoue qu'elle m'a souvent touchée par l'attention qu'elle pouvait m'apporter en me téléphonant, se préoccupant de ce que je devenais. Donc beaucoup d'attention, une belle présence, une femme d'une intelligence fulgurante. Et voilà, ces mots aussi qu'elle disait il y a quelques années. Alors que conclure, disait-elle après un long texte, mais précisément, faut-il conclure? Ne concluons pas, rêvons plutôt, imaginons. Voilà donc pour cet hommage à Maryse Condé qui nous quitte à l'âge de 90 ans. Merci beaucoup Rodney Saint-Éloi à Montréal, Dorothée Mounianeza en direct de Marseille et puis Estelle Sarabul, écrivaine, et Véronique Poloma, directrice éditoriale France Télévisions, Paul Outremer et amie de Maryse Condé. Merci à toutes les quatre et tous les quatre d'avoir été avec nous.